Vous êtes toujours sur le 90.5 FM en direct du site de la Pierre à Horta, en direct du Festival Ascension. Au micro de Globule maintenant, j'accueille Christophe Perret, cristallier, mais pas que. Également ethnologue. Bonjour Christophe, ça va ? Bonjour. Oui. Merci de venir au micro juste avant d'enchaîner sur votre conférence. Donc vous donnez une conférence d'ici quelques minutes à 14h ici au pied de la Pierre. Ouais. Donc une conférence sur un vaste sujet puisque vous nous proposez une histoire des cristalliers du Paléolithique à nos jours. Ouais. Donc je Et vais pas plutôt vous... dans les Alpes. Et plutôt dans les Alpes. Donc je ne vais pas vous demander de dévoiler le contenu de votre conférence, de tirer le fil de ce vaste sujet, mais j'aimerais quand même connaître votre propre histoire de cristallier, votre premier caillou découvert peut-être, ou comment est née cette passion, quoi. Elle est née sur la mer de glace avec mes parents, mon frère. Un jour, j'ai trouvé un cristal de roche qui était tout cassé. Et ça m'a profondément touché, j'ai crié de joie, j'étais totalement bouleversé. C'est assez étonnant parce que mes parents n'étaient pas spécialement des amateurs de minéraux. Ils aimaient bien, mais sans plus, mon frère non plus. Et j'étais vraiment profondément touché par cette pierre. Et j'ai ressenti le besoin de la garder, de retourner en montagne pour en chercher d'autres. C'était vraiment le début d'une belle histoire, d'une longue histoire, parce que je continue. C'était en 62, donc là 62 ans après à peu près. Donc, vous continuez. Je continuais à arpenter les cimes pour chercher des cristaux. Et vous avez toujours la même émotion quand vous trouvez Toujours. Mais on peut pas. De plus en plus même, parce que je sais qu'un jour ça va bientôt s'arrêter, donc je crois que les émotions sont encore plus fortes. Eh oui. Pourquoi ça va s'arrêter À un moment, le corps il se cabosse, on a du mal. Là, je me suis fait opérer. Voilà. Évidemment, un jour, il faut lever le pied et renoncer. Donc ça, c'est une étape difficile. Ouais, parce qu'être cristallier, c'est quand même aller dans des endroits pas forcément courus, pas forcément sur le chemin, justement. Il faut sortir du chemin, quoi. Il faut sortir du chemin. Mais heureusement, j'ai des coéquipiers qui sont vraiment extraordinaires, qui sont des jeunes costauds et qui m'aident énormément à continuer à vivre cette passion. Ok. Et votre plus belle pièce, alors c'est difficile à dire ça peut-être, mais celle qui vous a procuré une émotion vraiment tout aussi forte que la première? C'est difficile, enfin peut-être la pointe, un Gwindel que j'ai appelé Alice, qui est une pièce que j'ai trouvée parfaite. Donc c'est la seule pièce vraiment. Je ne sais pas si elle est parfaite, mais moi j'ai trouvé parfaite. C'est la seule que j'ai trouvée dans toute ma vie de cristallier. Et c'est quoi un Gwindel ? Un Gwindel. Oui, c'est quoi ? C'est un quartz qui est vrillé. C'est comme une superposition de bipointes, vous voyez. Mais il n'était pas spécialement grand, il n'était pas spécialement extraordinaire, mais il était plutôt d'un classicisme absolument parfait. Enfin, j'avais l'impression qu'on ne pouvait rien lui reprocher. Parce que quand on trouvait une pierre, il y a toujours on peut toujours dire, là, il y a un petit truc, une petite touche, une touchette, là, un petit bout de chlorite, il y a un petit défaut, il y a une disharmonie à cet endroit-là. Vous voyez, on peut toujours faire un reproche. Mais là, je n'ai jamais réussi à lui faire un reproche. Donc voilà, c'est une pierre auquel je tiens énormément. Et vous l'avez toujours ? Non, je ne l'ai pas, mais je sais où elle est. Elle n'est pas très loin d'ici et je peux aller la voir quand je veux. Voilà. En fait, parfois, je préfère confier mes pierres à des gens qui savent en prendre soin. Parce que moi, je suis un peu bordélique, tout le monde rentre et sort chez moi. Je ne peux pas conserver des pierres, c'est un métier de conserver des pierres. Donc il y a des gens qui font ça très bien, qui savent vraiment, ils bichonnent les pierres, ils les aiment, ils les éclairent, ils les nettoient, ils font un travail remarquable. Et moi je sais courir dans la montagne et trouver des pierres, mais les conserver sous leur plus bel angle, les mettre en valeur, ça c'est vraiment un autre travail. Ça c'est le travail des collectionneurs. Oui, c'est vrai. Et justement, vous m'avez dit aussi que vous étiez ethnologue. Oui. Donc pas collectionneur, mais ethnologue. Donc je me demandais, ces rencontres avec les pierres qui semblent vous avoir vraiment touché. Donc ces rencontres avec les pierres, est-ce qu'elles ont alimenté vos recherches d'ethnologue ? Non, enfin si, je voulais, mais je ne l'ai pas fait.
En fait, je voulais travailler, parce que quand j'étais ado, je descendais de la montagne et je ressors, j'étais plein de terre, j'avais les cheveux longs, j'avais un sac plein de cailloux, en plus j'avais une personnalité un peu bizarre, je parlais à personne, j'étais plutôt d'un caractère taiseux et on me surnommait Cro-Magnon. Voilà, ça pour rigoler. Et ça me plaisait en fait qu'on m'appelle Cro-Magnon. Enfin, j'aimais bien le personnage, ce type qui est dans la steppe avec les mammouths derrière en train de brouter, la caverne, le feu. Donc je lisais toutes les BD le concernant. Et après, je me suis intéressé de plus près à Cro-Magnon et je me suis aperçu qu'il était cristallier. Alors là, ça m'a profondément ému, je me suis encore plus intéressé à lui. Et voilà, ça, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Et mais j'ai pas. Je voulais faire justement une thèse sur la relation de Cro-Magnon avec la pierre, mais je suis parti sur autre chose parce que je n'avais pas trouvé de directeur de thèse. Je suis parti sur la pensée magique appliquée au chamanisme. Et pour ça, je suis parti vivre en Amazonie, dans des tribus qui étaient totalement isolées du monde occidental, c'est-à-dire que dont la pensée magique était vraiment prépondérante. Et j'ai dû m'immerger totalement dans cet univers pour vivre, m'initier au chamanisme, découvrir la pensée magique qui est une pensée importante, bien sûr, qu'on a encore un petit peu en nous, à côté de notre pensée animale et autres. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur la pensée magique. Et c'est pour ça qu'être aujourd'hui près de cette pierre, qui a une présence extraordinaire, elle nous prédispose à la divagation mentale, elle nous incite au voyage chamanique et je la découvre là, donc je suis extrêmement ému de voir sa puissance au milieu de cette végétation. Elle est absolument surréaliste quand on ne sait pas que c'est le glacier qui est venu la déposer, on se demande ce qu'elle fait là et si j'étais un Indien, je penserais immédiatement que cette pierre, elle n'a pas seulement une présence, mais elle a une présence intérieure et j'essaierais bien évidemment de négocier avec cette présence, parce que les présences, on ne sait jamais si elles sont bienveillantes ou si elles sont dangereuses. Oui, mais c'est vrai qu'elle a une présence vraiment forte. C'est ce qu'on disait en début d'émission avec Tim, c'est qu'elle trône au milieu de ce festival, et comme un dieu, un peu, non ? Peut-être pas. Oui, on l'appelle comme on veut d'ailleurs. Comme on veut. Moi, je me suis plus intéressé aux esprits qui peuvent l'habiter, c'est-à-dire les esprits sont un peu des reflets de notre imaginaire. Donc si on imagine qu'il y a un hydre à cette tête dans cette pierre et qu'on est dans cette pensée magique, parce que l'hydre à cette tête peut sortir, donc il faut absolument négocier avec l'hydre pour l'apaiser, pour qu'il on fait des offrandes à l'hydre. Enfin, je dis l'hydre comme je dirais autre chose, hein. Mais c'est ça la magie, c'est une négociation permanente avec le monde parallèle des esprits. Et c'est du travail, c'est beaucoup de travail, parce que c'est pas de tout repos. Voilà. J'ai vécu en Amazonie et je vous assure que j'ai... Enfin, je sais pas si allez-y. le temps de vous en parler, mais on a trop envie. Je préfère raconter des anecdotes que théoriser sur la pensée magique. Non, par exemple, donc, je vivais chez les Indiens, je ne vous raconte pas les débuts, c'était assez difficile, mais bon, une fois j'avais envie de me brosser les dents. Donc je vais en douce près de la rivière, je me brosse les dents, mais le problème c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui vous observe. Donc il y a un Indien qui a vu que je me brossais les dents, il est allé le raconter aux autres, et ça s'est très mal passé parce que dans la nuit, moi je me suis endormi par terre dans un coin, et dans la nuit je me suis réveillé, il n'y avait plus personne dans la maison. Ils étaient tous partis parce que je ne savais pas pourquoi, je n'avais rien compris. Et j'ai appris bien plus tard ce qui s'était passé. En fait, ils avaient eu peur ils avaient imaginé que je m'aiguise les dents, et ils pensaient que j'allais les endormir avec des esprits, que le matin j'allais les manger crus et sans sel, parce qu'ils pensaient que j'étais anthropophage, ils pensaient que j'étais cannibale. C'est-à-dire que ce sont des Indiens caribes. Les Indiens caribes, à l'originaire, c'est les Indiens caribales qui a donné le nom à cannibale. Donc c'est des Indiens qui sont obsédés par le cannibalisme. Tous les jours, on parle de cannibalisme, tout ça. Ils ne sont pas cannibales, mais on en parle énormément. Et quand il y a un élément perturbateur, comme un type comme moi qui vient chez eux, qui se brosse les dents, tout de suite, ils font le rapprochement, ils pensent que je suis cannibale. Donc, et par la suite, quand j'ai appris leur langue et j'ai pu parler avec eux, on parlait de ça absolument tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui les habite, le cannibalisme.
Donc, ils se sont enfuis, ils m'ont laissé 7-8 jours, je crois, chez eux, dans leur maison. J'étais tout seul, je ne savais absolument pas quelle réaction ils allaient avoir, s'ils allaient venir pour me tuer, ou je sais pas, je les voyais de temps en temps avec leurs flèches, tout ça. J'étais assez inquiet. Puis finalement, ils ont choisi de revenir, et j'ai su quelles étaient leur démarche. Ils ont préféré me nourrir. Me donner à manger pour c'est malin. Pour pas que je les mange. Mais il y a eu un malentendu parce que j'avais des amis ethnologues qui avaient été empoisonnés par des Indiens. Donc moi, j'avais peur qu'ils m'empoisonnent. Donc, j'osais pas manger la nourriture qu'ils me donnaient. Donc, j'en prenais des tout petits bouts, vous voyez. Mais eux, ils interprétaient ça comme un refus de manger la nourriture normale pour les êtres humains. Ils pensaient que je voulais de la chair humaine. Ouais, donc vrai quiproquo. Il y avait un vrai quiproquo, donc ils m'ont viré. Je suis parti dans la forêt. Je suis arrivé à une autre maison. J'ai recommuniqué avec eux. Bon, il s'est passé la même chose. Voilà, je me suis fait virer pour une autre raison parce que le sorcier avait fait un rêve que j'étais cannibale. Il m'avait vu manger un enfant cru et sans sel et tout. Donc ils m'ont viré. Et je suis arrivé dans une autre maison où heureusement ils avaient bu de la bière. Alors ça, c'est encore une épreuve. Alors c'était terrible parce que il fallait que je boive cette bière, mais je n'étais pas initié à boire cette bière. Cette bière, c'est très, 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 très dur à boire parce qu'il faut imaginer ce que c'est. Vous savez, on est une dizaine autour d'un espèce de canoë en bois et tout ça, et on crache, et on crache, et on crache, et on crache. Et quand on n'a plus de salive, même pas. Et quand on n'a plus de salive, on racle le fond de la gorge, et on crache, et quand vraiment on ne peut plus cracher, on prend un fruit, on mastique, on crache, et ça dure des heures, et quand le canoë est plein de crachats, vous voyez, on laisse reposer pendant quelques heures, ou quelques jours, même plus on attend, plus la bière devient forte, et quand le chaman dit que c'est bon, on peut boire. On reboit les crachats. Oui, on boit les crachats, c'est qu'ils fermentent, parce que la salive a un pouvoir de fermentation extraordinaire, très fort, donc ça fait énormément d'effets. Mais le problème, c'est que c'est le goût, c'est que c'est un goût de vieux vomi fermenté, mais en pire. C'est encore pire que ça. Donc pour l'avaler, il faut être initié, ça demande du temps. Et si j'avalais pas ça, il y avait des Indiens autour qui chantaient que si... Parce qu'en fait, on acquiert le statut d'être humain chez eux en buvant cette bière. Cette bière qui humanise. Enfin, ils pensent qu'on s'humanise, on acquiert le statut d'être humain en absorbant cette boisson. Donc, il fallait que je la boive, mais c'était extrêmement difficile. Et puis, il y avait un enjeu terrible. Donc, je l'ai bu. Et pour la boire, je me disais, dis-toi que c'est bon, dis-toi que c'est la meilleure des choses. Et quand j'ai fini, j'ai dit voilà, et ça veut dire c'est bon parce que c'est ce qu'on dit après. Donc ils m'ont redonné et là je me suis dit que j'aurais mieux fait de me taire parce que c'était vraiment terrible. Mais j'ai dû en boire tous les jours, continuer à en boire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au bout de quelques mois, on arrive à se rééduquer le goût et on finit par aimer ça. C'est incroyable parce que c'est vraiment. Et ça, c'est de la pensée magique. Un peu, alors, non? Oui, ça peut être lié à la pensée magique. Ça peut être lié à la pensée. Mais pour rentrer dans l'univers magique, il faut boire cette bière pour communiquer avec les esprits. C'est absolument indispensable de boire du pet chai. Voilà. Et d'accord, donc vous êtes resté combien de temps dans cet endroit qui vous a d'abord rejeté, puis accepté grâce à cette bière? En fait, je suis resté des années, mais en fait, il faut que je mette bout à bout mes séjours, parce qu'au bout de 5-6 mois, je savais que j'avais des parents qui se faisaient un sang d'encre, donc j'étais obligé de quitter, et puis bon, c'était dur quand même, la vie, et puis j'avais un problème, c'est que j'étais célibataire, j'avais pas de femme, et en fait, il faut avoir une femme pour la simple raison il faut... c'est difficile à raconter, mais les Indiens, ils communiquent entre hommes et femmes en s'épouillant. C'est-à-dire que les hommes mangent les poux des femmes et les femmes mangent les poux et toute la relation sociale entre les hommes et les femmes, ça passe par l'épouillage. Et moi, j'avais pas de femme pour me manger les poux, donc j'avais plein de poux. Donc j'ai dû adopter un singe que j'avais sur la tête et qui me mangeait les poux. Et c'est terrible parce que ce singe, quand je suis parti, les Indiens m'ont dit écoute, il est grassouillet ton singe, quand tu t'en vas, on le mange. Donc moi je voulais pas qu'on mange mon singe. Donc, j'ai dit non, il ne faut pas le manger. Ils me disaient si, on le mange. Il n'y a aucune raison qu'on ne le mange pas. Voilà. Donc j'ai emmené mon singe.
Donc je suis rentré en France, j'avais toujours mon singe. Génial. Il s'appelait comment? Bichichi. Bichichi. Et j'arrive à Londres, et puis là, catastrophe. Ce qui devait arriva, je passe sous le portique. Mais comme j'avais une tête pas possible, parce que je sortais de la jungle, j'avais encore mes peintures corporelles sur le visage. Mais c'était, vous savez, les peintures corporelles, elles s'imprègnent dans l'épiderme, et elles restent 3 semaines, à peu près. Mais à la fin, ça devient, quand ça s'effrite, quand ça s'en va, ça fait sale, ça fait crade. Donc vous voyez, j'avais les cheveux longs, j'avais la figure pleine de peinture qui s'effaçait, j'avais une tête pas possible. Donc le flic au portique, j'avais fait gaffe, ça n'avait pas sonné. Il me dit, mettez-vous sur le côté. Et il commence à me fouiller. Et le singe, il a donné un coup de dent, donc je me suis retrouvé en prison, le singe aussi. Et puis c'était l'ambassade de France est arrivée, ils s'y sont mis. J'ai réussi, mais je ne vous raconte pas l'histoire parce que c'est rocambolesque. J'ai réussi à me faire expulser vers la France. Et puis quand je suis arrivé en France, à Roissy, le singe, il était officiel, mais il était là, mais il n'avait pas de papier. Donc c'était un problème. Les douaniers s'appelaient un confrère, ils appelaient les zoos. Moi, je leur expliquais, j'essayais de leur manger la tête en leur disant, vous savez, pour qu'il vive, il faut lui trouver des sauterelles, des scarabées de tel truc, des verres de farine, je faisais tout le régime du singe. Donc, les douaniers ils me disent, allez, cassez-vous. Et puis il y a le chef douanier qui arrive, il dit, non, on garde le singe. Donc ils ont emmené le singe dans un hangar et tout. Et à ce moment-là, je retrouve des hôtesses de l'avion, parce que comme j'avais une gueule bizarre, on avait discuté. Et elles sont allées chercher mon singe, elles me l'ont rendu discretos, et je suis arrivé à Valorcine. Je suis arrivé à Valorcine avec mon singe. Alors Bichichi a vécu à Valorcine. Bien sûr, et tout le monde le connaissait. Génial. C'était en quelle année? C'était à peu près, les années 84 par là, 85. Mais le problème, c'est que le singe était vraiment jaloux. Il était jaloux, copine. C'est terrible, un singe. C'est vraiment très jaloux. Donc il a fallu que j'aille lui chercher une femme. Enfin, une petite singe. Donc je suis retourné là-bas, j'ai ramené une singe pour qu'il ait une vie, à lui, normale, quoi. Et il a fait des enfants et ils vécurent heureux. Et ça s'est bien terminé. Et puis après, je suis retourné chez les Indiens pour d'autres raisons, pour poursuivre mes recherches, mes études. Et c'est compliqué quand même la vie là-bas. C'est pas simple. Ouais. En tout cas, quelle histoire. Qui est incroyable. J'adore. J'ai adoré rencontrer Bichichi. J'ai la photo. Mais bon, il était adorable. Il avait une tête de gremlin. C'était un tout petit singe comme ça. Il faisait 15 cm de haut. Il avait un gremlin, tout mignon. Puis il poussait des petits cris. On arrivait à communiquer. C'était vraiment adorable. Super. Et en préparant cette émission, donc, vous m'avez parlé d'animisme. Vous m'avez dit que les pierres avaient un pouvoir magique. Et est-ce que vous pouvez m'en parler? Parce que je trouve que ça a vraiment du sens. Non, moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit que j'ai mal compris. Que les animistes utilisaient les pierres pour communiquer avec les esprits. Voilà, c'est plus ça ce que j'aurais dû vous dire. D'accord. J'ai peut-être mal compris. Donc, donc cette pierre-là, est-ce qu'on peut... comment on peut en parler? Je pense que s'il y avait un animiste, si j'étais animiste, si vous étiez, d'abord, on s'en approcherait pas. Parce qu'on ne sait pas par quoi, on ne sait pas quelle présence l'habite. Donc, par prudence, on reste à distance. Et là, on commence à faire des offrandes. Vous voyez, on va offrir des trucs... Puis on commence à des rituels chamaniques pour inviter la présence à venir boire, à venir manger, à partager l'essentiel. Et on négocie, on essaye de lui expliquer qui on est, enfin on se présente. Et puis on se présente et puis après on essaye de faire de cette présence une alliée. Et si ça se passe bien, cette présence va protéger en fait le territoire. Vous savez, les peuples qui érigeaient des menhirs, tout ça, c'était souvent pour mettre la présence de leur mort à l'intérieur, et ces présences protégeaient le territoire. Ces présences empêchaient les âmes vagabondes de venir gêner les vivants. Donc c'était très important. Et cette pierre, elle fait un peu l'effet d'une mégalithe, enfin d'une pierre qui était utilisée par les tribus mégalithes il y a longtemps, un peu partout dans le monde, parce qu'il n'y en avait pas que ici, il n'y en avait pas qu'en Bretagne, il y en avait absolument partout dans le monde. Je suis persuadée qu'elle est contente aujourd'hui d'être fêtée comme ça. On va lui rendre hommage. On va lui rendre hommage pendant 4 jours, pendant ce festival Ascension. Absolument. On pourrait discuter des heures avec vous. Je suis sûre que vous avez plein d'autres anecdotes à nous raconter, mais vous reviendrez, puisque là, peut-être pour l'heure, je vais vous laisser vous préparer pour votre conférence que vous animez tout à l'heure à 14h, donc au pied de cette pierre.
Une conférence qui va dresser l'histoire des cristalliers depuis le Paléolithique. Donc c'est un sacré gros sujet que vous avez à traiter. Vous présentez aussi un livre. Enfin, vous allez proposer à la vente des livres. Un livre, qui s'appelle Carnet de cristallier. Oui, Carnet de cristallier, ce sont des aventures perso que j'ai vécues dans le massif du Mont Blanc avec mes coéquipiers. Bon, c'est plus ça n'a rien d'ethnologique, hein, c'est des récits d'aventure dans le massif, à la quête du Graal. Du Graal. Donc merci beaucoup et si vous voulez assister donc à cette conférence, c'est à 14h au pied de la pierre d'Horta. Alors on met ses baskets, on enfourche son vélo pour être à l'heure pour ce grand moment érudit.